Bonsoir à tous. La région bruxelloise concentre sur son territoire de nombreuses institutions hospitalières qui produisent beaucoup de déchets. Un chiffre est souvent cité, plus de 11 000 tonnes par an. Si on découpe ce chiffre, c'est plus de 1633 tonnes de déchets infectieux et plus de 9 200 tonnes de déchets que l'on peut assimiler aux déchets, aux ordures ménagères. Alors diminuer le nombre de ces déchets, c'est un véritable défi dans ces institutions. Des programmes sont menés dans 6 hôpitaux bruxellois pour améliorer leur gestion et tenter de trouver des solutions. Je dis bien tenter parce que ce n'est pas toujours simple. On va s'en rendre compte ce soir dans Autrement. Je vais commencer par vous présenter Maï Chafei. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet à l'ONG Healthcare Without Harm Europe. C'est une association qui mène des programmes, entre autres, pour diminuer le nombre de déchets en région bruxelloise et dans le monde et en Europe. Juste une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réduire les déchets dans les hôpitaux ? C'est compliqué parce que ça fait partie du service donné. On ne peut pas produire, on ne peut pas donner un service sans avoir d'effet sur l'environnement et les déchets. Donc, on est là pour guérir le patient et il ne faut pas oublier ce point central. Donc, dans cette activité-là, il y a un déchet. Après, la question, c'est comment faire ce boulot, de soigner son patient avec moindre déchets. Ouais, le problème, c'est le plastique, c'est vraiment ça aujourd'hui ? Effectivement. Donc, le plastique a de nombreux problèmes. Ça vient de la pétrochimie. C'est aussi souvent composé de produits chimiques toxiques qui ont des composants de perturbateurs endocriniens. Et puis après, il y a le fait qu'il faut s'en débarrasser. C'est un déchet qui est très difficile à traiter. Alors, on va voir dans 3 institutions comment ça se passe, l'amélioration de ce traitement des déchets. Mais tout de suite, je vous propose de partir pour le CHU Saint-Pierre. Il y a quelques semaines, on a eu l'occasion d'aller à la maternité pour voir comment ça se passait et qu'est-ce qui était mis en œuvre comme programme de réduction des déchets. On regarde. Diminuer le volume des déchets à la maternité du CHU Saint-Pierre, Coralie s'y emploie depuis 2018 avec ses collègues. Comme dans d'autres départements, le plastique est omniprésent, difficile de s'en passer, et la crise du Covid l'a rendu plus indispensable encore. Et pourtant, la sensibilisation donne des résultats. Certains produits ont été bannis du service. Une des choses qui est faite au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lingette pour nettoyer le siège des bébés chez nous en salle d'accouchement en maternité. Et alors, avant, on utilisait des gants de toilette jetables avec simplement un peu d'eau et du savon. Et on a changé ça par des gants de toilette lavables qui nous permet vraiment de faire un soin de siège zéro déchet. Un audit a également permis de lister les produits contenant des perturbateurs endocriniens néfastes pour la santé, avec l'idée d'en diminuer le nombre. Pour le pôle d'obstétrique ici à Saint-Pierre, on s'est fixé 2 objectifs. Pouvoir remplacer le gel qu'on utilise lorsqu'on fait une échographie ou lorsqu'on met un monitoring à une patiente par une autre marque où il y aurait moins de perturbateurs endocriniens. Et l'autre, ce serait d'éliminer les gobelets en plastique. Alors ça, c'est plutôt un objectif transversal dans tout l'hôpital. On a déjà bien réussi à éliminer le nombre de gobelets en plastique, mais pas encore suffisamment dans certains secteurs où on a besoin de gobelets jetables. Les tubulures des perfusions de petits tubes en plastique qui jusqu'il y a peu étaient incinérés sont désormais recyclés. Une démarche éco-responsable, pas si simple à mettre en œuvre. Les freins sont multiples. Déjà, il y a la charge de travail, ça c'est sûr. Il y a le manque de place parce qu'en fait, chaque fois qu'on rajoute une poubelle, c'est une place en plus qui se prend aussi bien dans les chambres des patientes que dans nos salles d'utility salle. Il y a aussi le fait que donc on est un hôpital, on ne choisit pas les produits. Moi directement, je ne choisis pas tous les produits qui sont présents dans nos services. On fait partie de centrales d'achat, on fait partie de pôles entiers et donc du coup, c'est pas simplement soi qui doit avancer. C'est vraiment une infrastructure très très grande et donc ça prend du temps. Les obstacles sont donc nombreux et il reste beaucoup à faire au CHU Saint-Pierre, comme dans les autres hôpitaux bruxellois. Bonsoir Nawal Nekrat, vous êtes attaché à la direction générale du CHU Saint-Pierre et chef de projet éco-responsabilité. Alors pour citer un chiffre, suppression des gobelets en plastique, vous en utilisez 8200 par an, donc il y a du boulot. Et pour les tubulures, on a vu que vous avez recyclé 150 kilos de déchets médicaux en PVC en 3 mois sur 7 services au CHU Saint-Pierre.
Nawal, la difficulté, c'est quoi? C'est de trouver des alternatives à ces produits qui contiennent beaucoup de plastique. En effet, trouver des alternatives tout d'abord, mais aussi de sensibiliser notre personnel soignant, puisque il faut dire que leur mission première, c'est de soigner, et donc évidemment pas de trier le plastique. Donc on essaie avec tout un groupe au niveau du CHU Saint-Pierre de sensibiliser. On a beaucoup d'ambassadeurs au sein de l'institution aussi qui sont sensibles à l'éco-responsabilité et qui sont les promoteurs en fait de l'utilisation rationnelle du plastique ou d'autres matières qui sont beaucoup plus chimiques et dégradantes pour la santé des patients. Oui, parce que bon, les objets à usage unique, est-ce que c'est facile de trouver des alternatives, puisque maintenant tout le monde bannit ça un peu partout? Est-ce qu'à l'hôpital, c'est plus compliqué qu'ailleurs de trouver des alternatives à ces objets à usage unique? Alors oui, c'est aussi difficile parce que nous sommes contraints à des maladies infectieuses, simplement. Mais on a au moins 80% de notre hôpital qui peut fonctionner sans utilisation d'un produit jetable et d'un produit plutôt réutilisable. Le problème aussi, c'est de trouver aussi et d'ouvrir la porte au marché et de faire en sorte que les firmes nous aident à trouver des alternatives, puisque aujourd'hui, on a peut-être un produit qui va pouvoir contrecarrer l'utilisation d'un produit en plastique, mais aujourd'hui, il va coûter entre 2 et 3 fois plus cher qu'un produit jetable. Ouais, donc on ne peut pas se le permettre forcément, quoi. Au niveau du financement, c'est assez compliqué, puisqu'on doit garder un équilibre financier au sein de l'hôpital aussi. Donc. Alors, Lauriane Tribel, bonsoir. Vous êtes chargée de projet RSE comme responsabilité sociale des entreprises au Chirec. On connaît l'hôpital Delta, un hôpital flambant neuf. Alors justement, quand on conçoit une infrastructure comme celle-là, flambant neuve, est-ce que c'est plus facile de mettre en œuvre tous ces programmes de réduction de déchets qui peuvent prendre de la place, on l'a vu dans les différents services? Oui, clairement, il y a une facilité. Maintenant, l'hôpital a été inauguré en 2018, si je ne me trompe pas. Les projets ont été rentrés bien plus tôt. Est-ce qu'ils ont pris tout en compte lors de l'élaboration des plans et des projets? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a plus de place qu'un hôpital comme Saint-Pierre. Maintenant, dans le Chirec, on a d'autres hôpitaux qui sont en pleine ville aussi et qui rencontrent ce genre de problématiques. Il n'y a pas que l'implantation à Delta, effectivement. Voilà. Alors justement, vous en êtes où, par exemple, dans les produits à usage unique au niveau vaisselle? Il n'y en a plus au Chirec actuellement? Alors pour ce qui est des patients, des plateaux repas qui sont servis aux patients hospitalisés, donc là, il n'y en a plus. Mais comme on en discutait, évidemment, il existe encore des gobelets pour les consultations ou pour les gens qui viennent, pour les visiteurs. Maintenant, nous, on a supprimé tous les gobelets en plastique donc dans nos selfs, en administratif, dans les services administratifs, et aussi les contenants à usage unique en plastique et en carton de nos selfs quand les gens prennent à emporter, en fait. Donc ça, on a supprimé récemment et on ne peut plus... du coup, on peut apporter son Tupperware pour prendre son repas et manger dans le service, mais on ne peut plus prendre de contenants à usage unique. Ouais. Alors Claire Dufour, bonsoir. Vous êtes responsable affaires publiques aux cliniques universitaires Saint-Luc. On va voir quelques images tout de suite. C'est une opération qui a eu lieu en janvier 2023. Il y a eu un audit des déchets plastiques aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous y étiez d'ailleurs, Maïcha Fey. On vous voit sur les images qu'on va découvrir tout de suite. Alors l'objectif, c'est évidemment d'en connaître le nombre, combien il y avait de déchets plastiques et aller vers des achats plus durables. Quelles sont les conclusions de cet audit? Qu'est-ce qu'il vous a appris sur votre consommation de plastique? Alors, je vais peut-être commencer par les premières observations, parce que donc pour rappel, cet audit est le premier qui a été réalisé en Belgique. Donc les exemples qu'on disposait venaient d'Angleterre, en Espagne, au Portugal. Donc on s'attendait à trouver, à faire certains constats.
Alors, on a eu un audit sur 2 jours grâce à l'équipe de Maille et l'auditeur externe Rumble. Il y a 4 unités qui ont été auditées. On a essayé de prendre des échantillons les plus représentatifs possibles. Donc, on a pris la pédiatrie, la chirurgie adulte. Et donc, sur 59 sacs poubelles qui ont été audités, ça représente plus ou moins 136 kilos. Et on s'est rendu compte que sur ces 136 kilos, eh bien, 60% étaient des produits plastiques. Et donc là, en extrapolant, et c'était d'ailleurs une des conclusions, c'est que sur un an, ça fait 15 tonnes. 15 tonnes pour 4 unités. Et donc, ça nous permet aussi de challenger la pratique des achats, voir s'il n'existe pas sur le marché des articles plus durables et plus responsables, sans que ça ait un impact sur la qualité et la sécurité du soin. Ça permettait aussi de voir si le tri était correctement assimilé et respecté. Et là-dessus, quelle était la conclusion? Eh bien, on a été assez surpris. On a eu quelques surprises. Par exemple, on a trouvé du matériel de location qui était dans les déchets généraux. On a trouvé des compresses qui n'avaient pas été ouvertes. On a eu 3 exemples sur 2 journées. Mais en comparant avec un hôpital anglais, on s'est rendu compte qu'on avait une utilisation quand même relativement efficace et rationnelle des gants en nitride. On s'attendait à en trouver un nombre relativement important. Là, on était quand même plutôt contents. Oui, alors justement, Maï Chafei, vous avez fait une enquête dans 5 hôpitaux européens pour voir ce qu'ils utilisaient. Alors, on voyait gants jetables, 17,5%, poches de solution, 11,5%, tenue de protection jetable, 9,75%, seringues, couches et d'autres choses encore. Sur tous ces plans-là, gants jetables, poches de solution, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont plus écologiques aujourd'hui ou pas? Donc pour les alternatives, ça reste encore assez compliqué. Le marché ne suit pas assez vite. Sur ces exemples-là, je ne peux pas avoir d'exemple concret. Parfois, il faut pousser le marché. Donc on a un exemple d'un hôpital en Espagne qui s'est battu avec son fournisseur pour mettre en place des nouveaux systèmes. Donc leur fournisseur a dit on ne pouvait pas vous faire des gobelets réutilisables, lavables, on n'a pas le système en place. Ils ont travaillé ensemble et en concertation pour être sûr que le marché pouvait suivre la demande. C'est pas toujours facile et ça prend du temps. Et ce qu'on espère faire, c'est dans le futur, c'est de rassembler tous ces 6 hôpitaux du projet, et peut-être au-delà dans les années à venir, pour regrouper leur pouvoir d'achat, pour dire on est assez grand, il faut changer le marché pour nous. Oui, alors Nawal, pour vous, actuellement au CHU Saint-Pierre, gants jetables, il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de prendre des gants en plastique. Est-ce qu'on peut dire au personnel, il faut essayer de rationner son utilisation de gants jetables ou c'est très compliqué ça? Non, tout à fait. Aujourd'hui, la plupart des services font très attention à l'utilisation de leurs gants. Simplement, en consultation, si ça n'est pas nécessaire, ils n'en utilisent pas. Les endroits où on utilise le plus, c'est vraiment là où on est en contact avec du sang ou en contact avec des fluides corporels. Donc aujourd'hui, ils n'en utilisent clairement pas partout. Et j'avoue que les médecins sont très... en tout cas, tout le personnel soignant, quel qu'il soit, ils sont très rationnels par rapport à l'utilisation en termes généraux. Ouais. Et quand Maï Chafei, Lauriane disait, finalement, nous, on peut chercher, on cherche parfois des fournisseurs qui offrent d'autres alternatives et il n'y en a pas. C'est un vrai problème pour vous aujourd'hui, ça? Ah oui, quand même. On en parlait surtout pour le PVC et qui est très toxique. Maï, on en a déjà beaucoup discuté. Et voilà, et on n'a pas toujours... la marge de manœuvre à notre échelle et c'est pour ça que l'idée de Maï de se rassembler et de pouvoir mettre pression sur ses fournisseurs en disant voilà maintenant on veut autre chose, il faut trouver des alternatives mais bon c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut et de faire bouger les choses au plus vite, mais c'est pas évident, quoi. Ouais, vous pensez qu'il faudrait une législation plus contraignante, à la fois pour avoir des produits de substitution et aussi peut-être que tous ces produits ne soient pas suremballés à un moment donné? Ça, c'est vrai. L'emballage est un problème horrible. On a vu une petite partie pendant l'audit et c'est des emballages qui restent à la fin de la chaîne, mais il y a des emballages qui sont déjà jetés ailleurs en logistique. Donc l'emballage est un énorme problème et la législation doit suivre. On a beaucoup de demandes des hôpitaux, des patients, des soignants et il faut vraiment que la législation suive. On travaille ici à Healthcare That Harm avec un groupe d'hôpitaux. On a aussi des travaux qui se font avec
l'Union européenne. On leur demande, par exemple, dans le cas du PVC et les produits chimiques, de faire une liste de produits qui ne peuvent pas exister sur le territoire européen. Et jusqu'à maintenant, il y avait une exception médicale et on demande qu'elle soit retirée. Parce que la santé du patient est primordiale. Oui, parce que là, on voit chez vous, à la maternité, au CHU Saint-Pierre, on a listé, audité les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Ils sont très très nombreux, m'a-t-on dit, et il y en a actuellement. On n'a pas non plus forcément de solution alternative. Votre sage-femme me parlait d'un opercule de médicaments qui contient effectivement des perturbateurs endocriniens. C'est une lutte de très très longue haleine, ça. En effet, une lutte de très longue haleine, mais voilà, Healthcare Without Harm nous aide pas mal, en tout cas, à dépasser et à frapper aux bonnes portes. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on a eu aussi l'opportunité de pouvoir se rencontrer aussi au niveau des hôpitaux et de se rendre compte aussi nous avons les mêmes contraintes et nous avons aussi les mêmes ambitions. Donc nous espérons pouvoir travailler ensemble et qu'on nous donne aussi les moyens de pouvoir travailler ensemble. Ouais. Alors pour qu'on comprenne, aujourd'hui, il y a deux types de déchets hospitaliers. Il y a des déchets de type B1 qu'on peut assimiler à des déchets généraux, je ne me trompe pas. Et puis il y a ces fameux déchets de type B2. Ce sont des déchets infectieux, donc qui sont à risque. On peut parler de déchets tranchants, par exemple, ou des seringues. Ceux-là sont mis à part et très bien protégés et très vite incinérés. Vous planchez aux cliniques universitaires Saint-Luc pour qu'on puisse finalement organiser une filière de recyclage de ces déchets B2. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, parler de retraitement. Donc, on a un objectif de réduction du B2, donc déchets piquants, coupants, tranchants, infectieux, en B1. Et ce qu'il y a, c'est que la réglementation est complètement différente selon qu'il s'agisse d'un B2 ou d'un B1. Le transport va être beaucoup plus contraignant parce que des mesures de sécurité donc pour le B2 est donc beaucoup plus cher et l'élimination coûte beaucoup plus cher. Voilà, aussi. Donc l'élimination d'un kilo de B2 coûte 5 à 6 fois plus cher que l'élimination d'un kilo de B1. Donc il y a cette contrainte-là. Une deuxième contrainte, c'est aussi le fait que quand on a un article médical qui sont en plastique, dès qu'il est souillé ou contaminé, on va prendre par exemple une poche avec de l'eau et du sel. Directement, il va y avoir cette pratique de le jeter dans le B2 parce que peut-être infectieux, alors qu'il aurait pu aller dans le B1. Donc il y a un travail de communication, de sensibilisation, d'information. Et vous étudiez aussi la possibilité d'utiliser une machine spécifique qui permettrait de transformer ces déchets B2 en déchets B1. Oui, donc ça c'est l'objectif qu'on se fixe. Maintenant, ce sont des investissements extrêmement importants, mais ça a du sens. Ne serait-ce que par le transport. Le B2 et B1 finissent à l'incinération, mais ne serait-ce que via le transport, c'est un sacré gain environnemental, tant qu'économique. Mais il y a une certaine partie, là, quand vous récupérez les tubulures, c'est considéré comme du déchet B1. Ça dépend s'il est souillé ou pas. Oui, donc ça, ils sont recyclés. Donc il y a une partie des déchets B1 aujourd'hui qui parviennent à être recyclés aussi. Tout à fait. En faible partie, peut-être. En faible partie, certainement, mais nous sommes en train de sensibiliser l'entièreté du CHU Saint-Pierre en ce moment, parce que nous, d'ici fin 2023, nous aimerions institutionnaliser cette pratique, en tout cas, pour pouvoir déjà avoir un effet de contrainte sur les PVC médicaux. Bien qu'on voudrait faire autre chose, c'est utiliser évidemment beaucoup moins les PVC médicaux, mais aujourd'hui on a cette possibilité de pouvoir le recycler, donc c'est ce qu'on fait en tout cas en priorité. Ouais. Et donc si j'ai bien compris, et je vulgarise, pour transformer de B2 en B1, c'est une sorte de stérilisation, c'est ça ? Est-ce que j'explique ça de manière correcte ou pas ? C'est ça. En fait, on a eu la chance et comme tous les hôpitaux belges, je pense, on a eu la chance d'entrer en contact avec une firme montoise, c'est une firme familiale montoise, qui produit une machine qui permet de retraiter le B2 en B1 par un mécanisme de désinfection, de broyage. Donc là, on réduit de minimum 80% le volume du B2 en B1. Et derrière ça, ils ont innové sur une deuxième machine qui permet de faire recycler ou valoriser le B1. Donc, avec la deuxième machine, on évite l'incinération. Et ça, c'est toujours à l'étude chez vous.
C'est toujours à l'étude. En tout cas, nous, on est au stade où nous souhaiterions implémenter le traitement du B2 en B1. Oui, c'est une possibilité que vous avez étudiée aussi à Saint-Pierre? Tout à fait. On a étudié cette possibilité. Aujourd'hui, notre gros problème, en tout cas au CHU Saint-Pierre, nous sommes un hôpital de proximité situé en plein cœur de Bruxelles. Et évidemment, l'espace de stockage, la place manque à Saint-Pierre, en tout cas. Ouais, et pour vous, c'est quelque chose une chose sur laquelle vous planchez également? Oui, tout à fait. Comme mes homologues, on étudie aussi la possibilité. Et voilà, à voir si on prend une machine pour chaque site, pour chacun de nos sites, ou si on centralise les déchets sur notre site de Delta qui dispose de plus de place. Voilà, tout ça est à l'étude parce qu'en effet, c'est potentiellement très intéressant environnementalement parlant et financièrement parlant. Oui, alors il y a encore un point à aborder, c'est les résidus de repas, parce que là, il y a énormément de gaspillage aussi, parce que j'ai cru comprendre que quand un repas rentre dans une chambre, même s'il n'est pas touché, il faut le jeter directement après pour éviter les risques d'infection. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce plan-là, Maïcha Faye? Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, c'est repenser comment on fait les repas, s'assurer que le repas est attractif aussi. Il y a des études qui montrent qu'en donnant la possibilité au patient d'épicer son repas lui-même, il pourra peut-être le trouver plus attractif. Travailler sur ce qu'on offre, mais aussi comment on le présente. Ouais, et donc il y a une possibilité d'éviter énormément de gaspillage sur ce plan-là? Moi, je pense qu'il y a une partie qui peut être évitée. En effet, au Chirec, enfin en tout cas sur notre site de Delta, on propose un service qui s'appelle le menu à la carte. Et donc, le patient peut choisir via son smartphone ou via sa télé dans sa chambre le repas qu'il voudrait avoir. Et donc, je pense qu'en effet, ça peut éliminer... Enfin, en tout cas, réduire le gaspillage parce que le patient choisit, il est plus satisfait et il mange son repas. Et ce n'est pas quelque chose qu'on lui a imposé. Donc, je pense que ça peut faire en tout cas une différence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, Nawal, sur ce plan-là? Nous, on a aussi testé le buffet mis à disposition au niveau de la maternité. C'est quelque chose que nous avons tenté et qui a très, très bien marché. La crise Covid étant passée par là, nous avons dû les arrêter. Mais c'est quelque chose que nous souhaitons remettre à l'ordre du jour au niveau du CHU Saint-Pierre. Ouais. C'est de proposer vraiment un buffet aux patients et de pouvoir sélectionner ce qu'ils vont manger. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la crise Covid a entraîné finalement un arrêt de tous ces programmes et finalement qu'on a fait quelques pas en arrière sur ce qui avait été mis en place ou ce qui aurait pu être mis en place? Je vais prendre un exemple très, très concret. Lors de l'apparition de la crise du Covid, les surblouses, par exemple, les hôpitaux ont été confrontés à des ruptures de stock des surblouses. À partir de ce moment-là, on a essayé d'introduire des blouses jetables, mais il y a aussi cette notion de qualité et de sécurité des soins qui reste notre première préoccupation. Donc à partir du moment où on voit que ça altère la qualité, voilà. Mais donc c'est un équilibre excessivement complexe à atteindre. On voit qu'il y a des choses, mais voilà, l'usage de la vaisselle en plastique à usage unique, on y était contraint parce que crise Covid. Et on sait qu'on nous annonce l'apparition de plus en plus d'épidémies. Donc dire qu'un hôpital à terme sera totalement dépourvu de plastique, je ne pense pas. Maintenant, c'est à nous à chercher les alternatives, c'est aussi au marché d'y répondre. Et je pense qu'ensemble, tous les hôpitaux autour de la table, on peut faire suffisamment poids que pour arriver, par exemple, à une charte des fournisseurs. Ouais. Alors, c'est effectivement votre première mission, c'est de soigner. Alors, ce sont des nouvelles fonctions qui apparaissent effectivement dans les hôpitaux. Lauriane, quand vous allez voir un service ou que vous essayez d'implémenter un programme et qu'on vient vous dire, vous savez, notre personnel a quand même d'autres choses à faire, comment est-ce qu'on peut réagir? C'est pas toujours évident parce qu'en effet, c'est pas leur mission première et donc, ils sont déjà surchargés avec les pénuries d'infirmiers, la surcharge de travail. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, il faut leur expliquer le gain qu'ils peuvent en tirer environnementalement parlant. Et voilà, et les sensibiliser d'une autre manière pour qu'ils comprennent l'intérêt que ça a de faire ces actions, quoi, je crois.
Ouais. Et ça fonctionne parce qu'on parlait de sensibilisation à la maternité à Saint-Pierre. On a vu qu'effectivement, il y avait un noyau comme ça qui était très motivé et qui motivait les autres. Ça part aussi à un moment donné d'initiatives personnelles de personnes qui veulent effectivement que ça bouge dans les services. Oui, tout à fait. Nous, on a on a beaucoup de services qui se sentent sensibilisés par l'éco-responsabilité. On a d'ailleurs une équipe projet avec plein de métiers différents. Nous avons aussi des médecins et du personnel administratif qui se sentent vraiment sensibilisés par cette cause. Et ce sont des ambassadeurs qui peuvent nous aider à implémenter justement ces projets dans notre institution. Oui, mais dans un cadre de pénurie de personnel, c'est vrai que c'est pas simple à mettre en œuvre. C'est sûr que c'est pas simple et ça demande un peu d'effort aussi de la part de chacun, mais on y arrive. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Il reste moins de 30 secondes. Oui, juste, voilà, il y a cette notion de responsabilité morale de l'institution, mais on voit aussi que l'approche développement durable, l'engagement développement durable, c'est un facteur d'attractivité pour les nouveaux talents, mais de rétention pour le personnel, parce que la demande provient aussi du terrain. Tout à fait. Donc... Bah merci en tout cas, et c'est un dossier qu'on suivra parce que je pense qu'il y aura encore des choses à dire dans les années qui viennent et des choses à faire. Merci d'avoir été sur notre plateau. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une très bonne soirée. À bientôt.